Le gravier crissa sous ses bottes quand Hélène Dubois sortit de la voiture. Devant elle, l'ancien monastère se dressait en silence, à moitié plongé dans l'ombre, à moitié abandonné à la brume des montagnes. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, grande, immobile, observatrice. Il n'éleva pas la voix. « Vous pouvez encore faire demi-tour », dit doucement Étienne Rocher. Hélène marqua une pause, puis elle avança. La lourde porte en bois se referma derrière elle. Sans un bruit. Elle se dit que ce n'était qu'un travail. Un projet d'architecture de 3 semaines, une propriété isolée, un salaire élevé, aucune distraction. C'est ce que promettait l'email. Mais rien dans ce lieu, ni dans l'homme qui en était le propriétaire, ne semblait ordinaire. Hélène avait accepté l'offre sans hésiter. Après tout ce qui s'était passé, après tout ce qu'elle avait perdu, peut-être que l'isolement n'était pas une punition. Peut-être était-ce un soulagement. La bâtisse était en pierre ancienne, enveloppée de brouillard et de quiétude, et Étienne Rocher, le client, ne lui serra pas la main et ne sourit pas. Il se contenta de l'observer comme s'il connaissait déjà les parties d'elle qu'elle essayait de cacher. Il n'y avait pas de réseau, pas de Wi-Fi, aucun contact avec le monde extérieur. 30 jours, avait-il dit. Aucune question, aucune exception. Et elle avait accepté. Parce qu'une partie d'elle se fichait de ce qui pouvait arriver. Voici l'histoire de la façon dont elle a pénétré dans l'inconnu et a trouvé quelque chose que personne n'attendait. Mais à cet instant, Hélène n'avait aucune idée de ce qui l'attendait derrière ces murs. Hélène Dubois avait passé sa vie entière à construire des choses que personne ne la croyait capable de réaliser. Élevée par une mère seule qui faisait le ménage dans des bureaux la nuit et des appartements le jour, Hélène apprit très tôt à observer en silence. Elle s'asseyait dans les coins pendant que sa mère frottait des sols en marbre et imaginait de nouvelles dispositions, des lignes plus épurées, une meilleure lumière. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses dessins le faisaient toujours. Des années plus tard, avec un diplôme d'architecte et un portfolio admiré par des gens qui ne prenaient jamais la peine de demander d'où elle venait, Hélène avait enfin gagné sa place. Mais elle avait aussi payé un prix. Des heures interminables, l'épuisement professionnel. Et le pire, la perte de son jeune frère à cause de quelque chose dont elle ne parle jamais. Un silence qui avait avalé leur dernière conversation et refusait de lâcher prise. Alors, quand l'offre est arrivée, redessiner certains intérieurs d'un monastère isolé et autonome dans les Cévennes, elle a dit oui avant même de lire les petits caractères. Le trajet a duré 6 heures. Les 2 dernières, sur un chemin de terre, englouti par les arbres. Quand elle est arrivée, l'air était froid. Le bâtiment, silencieux, presque dans l'expectative. Une femme nommée Monique l'accueillit au portail. Elle ne lui tendit pas la main, ne dit pas grand-chose de plus que « Suivez-moi ». Son uniforme gris s'accordait avec les murs de pierre. À l'intérieur, l'air était plus froid, plus dense. Le couloir principal était bordé de hautes fenêtres en arc, mais la lumière peinait à traverser le verre. Hélène posa son sac dans la chambre d'amis qui lui était assignée. C'était impeccablement propre, minimaliste, un lit, un bureau, de lourds rideaux. Elle essaya son téléphone. Pas de réseau. Chercha le Wi-Fi. Rien. Elle se dit que ce n'était pas grave. Elle avait besoin de se concentrer. Elle avait besoin de silence. À 19 heures précises, Monique frappa et dit seulement « Le dîner est servi ». Hélène entra dans la salle à manger. La table était mise pour 2. Étienne Rocher était déjà assis au bout, sirotant quelque chose de sombre dans un verre. Il ne sourit pas. « Vous êtes bien installée ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'est silencieux ici. Il le faut. » Il le dit comme un fait, comme la gravité. Et puis... Souvenez-vous des règles, mademoiselle Dubois. 30 jours, aucune question, aucun contact. Vous pouvez encore partir. Hélène le regarda. Quelque chose dans son calme la dérangeait plus que la colère ne l'aurait jamais fait. Mais elle dit seulement « Je ne vais nulle part ». Elle ne le savait pas encore, mais c'était le premier mensonge. Les premiers jours, Hélène se persuada que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Pas de réunion, pas de téléphone qui vibre. Juste des murs de pierre, des plans dépliés et ses propres pensées. Elle passait des heures à arpenter les couloirs avec son carnet de croquis,
notant des détails que la plupart des architectes auraient manqués. La façon dont la lumière se déversait inégalement sur le sol, comment les fenêtres orientées au nord semblaient délibérément rétrécies, comme pour retenir quelque chose à l'intérieur. La structure avait une âme et des secrets. Étienne n'intervenait pas. Il observait, silencieusement, toujours à distance, toujours vêtu de ton neutre, chemise aux manches retroussées, chaussures noires silencieuses. Il apparaissait à des moments étranges, à l'entrée de la bibliothèque pendant qu'elle faisait des recherches, ou derrière elle quand elle examinait les carreaux du sol. Ne la surprenait jamais, n'expliquait jamais. Il se parlait à peine, mais Hélène sentait sa présence dans chaque recoin du bâtiment, et lentement, dans ses propres pensées. Elle se disait que le projet était important, que peut-être ce lieu était une métaphore, une chose brisée, attendant d'être redessinée. Un soir, après une session particulièrement longue dans la salle des archives, elle trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un plan d'étage, annoté à la main, de l'écriture propre et maîtrisée d'Étienne, redessiner ceci. C'était une aile du monastère qu'elle n'avait pas vue, pas sur les plans initiaux, pas en personne. Elle chercha toute la journée suivante et ne trouva aucun accès, aucune porte, aucun signe. Ce soir-là, au dîner, elle demanda « Il y a une section ici », dit-elle en montrant le plan. « Mais je ne la trouve pas. » Étienne jeta un œil au papier, puis à elle. « Cette partie n'existe plus, mais elle est toujours dans la structure. Elle doit... » Ce n'est pas pour les plans. Hélène fronça les sourcils. Alors pourquoi l'inclure? Étienne se pencha en avant, la voix calme, pour voir ce que vous feriez si les règles se pliaient. La conversation s'arrêta là. Il s'excusa. Monique débarrassa la table. Hélène retourna dans sa chambre, troublée. Elle sortit à nouveau le plan et fixa la partie ombrée, un rectangle vide, sans porte ni fenêtres indiquées, juste de l'espace. Le lendemain matin, elle essaya d'appeler par l'interphone du portail, de la friture. Elle essaya d'ouvrir le portail manuellement. Verrouillé. Elle essaya le téléphone fixe près de l'entrée. Tonalité morte. Ce qui avait semblé être la paix ressemblait maintenant à un piège. Elle confronta Monique, lui demandant si quelqu'un pouvait la conduire au village le plus proche. Monique dit seulement « La voiture n'est pas disponible pour le moment. » Et quand le sera-t-elle? Mais Monique détourna simplement le regard, les lèvres pincées, et s'éloigna dans le couloir. Cette nuit-là, Hélène ne dormit pas. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, les genoux contre sa poitrine, regardant le brouillard rouler sur la cour comme de la fumée. Elle avait accepté ce travail pour échapper au bruit du monde, pour reconstruire quelque chose de beau. Mais maintenant, le silence commençait à crier, et elle pensait toujours qu'elle pourrait peut-être arranger ça, que c'était peut-être juste de la tension, que c'était peut-être juste elle. Les jours commencèrent à s'étirer d'étranges manières. Le temps au monastère n'avançait pas, il tournait en rond. Les matins semblaient être les échos des précédents. Les nuits devinrent plus longues, plus sombres, plus lourdes. Hélène cessa de regarder sa montre. Il n'y avait pas de réseau, pas de nouvelles, pas de monde extérieur, juste de la pierre et du silence. Elle essaya de se perdre dans le projet, redessinant des poutres, affinant des arcs, documentant la structure, avec une précision obsessionnelle. Mais quelque chose dans le rythme avait changé. L'air lui-même semblait différent, plus épais, vigilant. Étienne devint insaisissable. Il manquait les dîners, évitait les espaces communs. Quand elle parvenait à l'apercevoir, au loin dans la cour ou disparaissant dans un couloir, il ne parlait pas. Il ne la regardait même pas. Monique ne disait rien. Elle se déplaçait dans la maison comme une ombre. Un après-midi, Hélène suivit le son de voix. C'était faible, à peine audible, 2 personnes chuchotant derrière une porte épaisse près de l'aile de la chapelle. Elle pressa son oreille contre le bois, puis le silence. Quand elle poussa la porte, la pièce était vide, la poussière sur le sol, intacte. Elle commença à se demander si elle imaginait des choses. Cette nuit-là, elle essaya à nouveau d'ouvrir les portes principales, toujours verrouillées. Elle frappa. Rien. Elle cria. Pas de réponse.
De retour dans sa chambre, elle arracha les plans de son mur, éparpillant les bleus sur le sol. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Seulement cette oppression dans la gorge qui donnait l'impression de s'étouffer avec quelque chose d'invisible. Elle se coucha, tout habillée, les lumières éteintes, fixant le plafond. À 3h14 du matin, elle entendit des pas dans le couloir, lents, précis, juste devant sa porte. Ils s'arrêtèrent. Elle se redressa dans son lit, retenant son souffle. Une ombre passa sous la porte, puis rien. Pas de coup, pas de voix, pas de mouvement. Elle resta figée pendant des heures, les muscles contractés, le cœur battant contre ses côtes. Quand le matin arriva, le couloir était de nouveau vide. La salle à manger, intacte. La maison semblait abandonnée. Et pourtant, elle savait que ce n'était pas le cas. Plus tard dans la journée, elle entra dans l'aile ouest, une section qu'Étienne lui avait dit un jour être en rénovation. Mais elle n'avait pas l'air en travaux. Elle avait l'air oubliée. Des chaises couvertes de poussière, des tapis délavés, des cadres sans photos. Elle trouva un piano contre le mur du fond. Une touche était cassée. Elle pressa doucement les autres. Quelques notes, à peine audibles. Une mélodie qui n'existait pas tout à fait. Elle resta là un long moment. Ce soir-là, Étienne réapparut enfin. Il était assis seul dans la vieille bibliothèque, une unique lampe brillant au-dessus de lui, lisant un livre relié en cuir. Il ne leva pas les yeux quand elle entra. Elle n'attendit pas d'y être invitée. « Vous avez fermé les portes à clé, » dit-elle. Toujours pas de réponse. « Vous m'avez coupé du monde extérieur. » Il ferma lentement le livre. « Vous avez accepté les conditions. » Elle traversa la pièce. « Les conditions n'incluent pas de perdre la tête. » Il leva enfin les yeux. « Je vous avais prévenu, Hélène. Vous m'aviez prévenu que ce serait calme. Pas que ça m'avalerait tout entière. » Son expression ne changea pas. Mais ses yeux, si. Ils vacillèrent, juste un instant, avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Je vous ai amené ici pour restaurer quelque chose. » dit-il. Je n'ai jamais dit quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais il se leva, passa à côté d'elle et murmura en passant « Les choses que nous enfermons à double tour sont celles que nous entendons le plus fort. » Et il disparut à nouveau. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait dans les fissures de la pierre, Hélène s'assit seule dans la bibliothèque, le livre qu'il avait laissé encore ouvert sur la table. Une note était griffonnée dans la marge. Ce qui résiste à la lumière n'est peut-être pas prêt à être sauvé. Elle traça les mots avec ses doigts. Et pour la première fois depuis des années, elle murmura dans le noir « Peut-être que moi non plus. Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un lieu ou un moment que vous aviez choisi, mais dont vous ne pouviez pas vous échapper? Parfois, ce ne sont pas les murs qui nous entourent, mais le silence à l'intérieur qui nous retient. Si vous avez vécu cela, ou si vous y êtes encore, partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais. Vos mots pourraient être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce soir. Le lendemain matin, quelque chose avait changé. Pas dans la maison. Elle était toujours froide, toujours silencieuse, toujours imprégnée de silence. Mais en elle, Hélène se réveilla sans panique, sans combat, juste avec une étrange concentration sereine, comme si son esprit s'était suffisamment apaisé pour entendre quelque chose sous le bruit. Sur le sol, à côté de son lit, quelqu'un avait laissé un petit objet, un compas de dessin ancien, usé, mais propre, gravé des initiales ER. Pas de mots, pas d'explication. Elle le tint longtemps dans sa main. Plus tard dans la journée, alors qu'elle dessinait dans la véranda, Étienne apparut sans prévenir, sans bruit de pas, juste sa présence tranquille. Il ne parla pas au début. Il tira simplement une chaise à côté d'elle et s'assit, prêt, sans la toucher. Elle continua à dessiner. Il regardait. Au bout d'un moment, il demanda « Que dessinez-vous » Elle lui montra. Un agencement réinventé de la cour centrale, des chemins doux, plus de lumière, moins de symétrie. « Pourquoi le changer » demanda-t-il. « Parce que la conception actuelle ressemble à une cage », dit-elle. Il ne discuta pas, ne contesta pas. Il hocha simplement la tête une fois, pensivement. Et puis il dit, presque trop bas pour qu'on l'entende, « Il est difficile de déconstruire ce qui a été fait pour durer. »
Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à de l'évitement. Cela semblait paisible. Ce soir-là, Hélène n'attendit pas que Monique annonce le dîner. Elle descendit plus tôt. La salle à manger était faiblement éclairée, la longue table à nouveau mise pour deux. Étienne était déjà là, servant du vin. Elle s'assit en face de lui. Pas de mots, juste le cliquetis des couverts et la lumière des bougies. Au milieu du repas, il dit, sans lever les yeux, « La plupart des gens ne supportent pas le silence. Mais vous lui faites de la place. » Hélène croisa son regard par-dessus la table. « Je n'ai pas besoin de bruit pour me sentir vue. » Il soutint son regard une seconde de plus que d'habitude. Et pour la première fois, elle n'eut pas envie de partir, non pas parce qu'elle était piégée, mais parce que quelque chose en elle avait enfin cessé de fuir. Hélène commença par redessiner le cloître central. Elle redessina les angles, élargit les arches et ajouta des allées courbes, des formes douces et humaines, au lieu d'une géométrie rigide. Étienne avait initialement demandé des améliorations discrètes, mais elle alla plus loin, non pas pour le défier, simplement parce que, pour la première fois, elle sentait à nouveau quelque chose couler en elle, un sentiment d'utilité, une pulsation. Elle présenta le nouveau projet dans la bibliothèque. Étienne entra juste au moment où elle ajustait l'échelle. Il étudia le plan en silence. « Vous avez changé la symétrie, dit-il d'un ton neutre. « Oui, répondit-elle. Je pense que ça respirera mieux ainsi. » Étienne posa les deux mains sur le bord de la table. « Vous pensez que les bâtiments peuvent respirer? Je pense que les gens le peuvent, dit-elle. Et les espaces peuvent les aider à s'en souvenir. » Il ne parla pas tout de suite, mais son expression s'adoucit très légèrement. « C'est elle, dit-il en montrant la section qu'elle n'avait pas touchée. Laissez-la telle qu'elle. »« L'aile bloquée ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Certains murs sont faits pour rester fermés. » Hélène n'insista pas. Pas encore. Mais elle marqua l'espace d'une fine ligne grise, une frontière. Pas une capitulation. Plus tard, ils marchèrent de nouveau en silence sur le sentier du jardin. Il lui raconta l'origine du monastère, comment il fut autrefois un refuge pour des artistes qui avaient tout perdu, des peintres, des compositeurs, des gens brisés, et comment, en l'achetant, il avait voulu que le silence le guérisse aussi. « Ça a marché, dit-il. Jusqu'à maintenant. » Elle le regarda. « Et maintenant ?» Sa réponse fut à peine un murmure. « Maintenant, le silence est rempli de toi. » Hélène ne put dormir cette nuit-là, non par peur, mais parce que quelque chose semblait trop proche, trop réel. Elle se leva et marcha pieds nus dans le couloir. L'air était frais, le clair de lune traversant les fenêtres en faisceaux obliques. Quand elle atteignit l'aile bloquée, la porte était entr'ouverte. Son cœur s'accéléra, elle la poussa. À l'intérieur, l'obscurité, la poussière et autre chose. Des papiers éparpillés sur une longue table en chêne, des plans d'architectes, des dizaines, tous signés par d'autres architectes, tous datés d'il y a des années, tous abandonnés. Elle les passa en revue. Chacun portait la mention « Terminé »,« Projet incomplet ». Chaque projet comportait des notes de l'écriture d'Étienne. Chaque projet inachevé. Une froide prise de conscience s'insinua en elle. N'était-elle qu'une autre sur une longue liste, une autre vision amenée, puis repoussée? De retour dans sa chambre, elle fixa le plafond, les questions se bousculant dans sa tête. Étienne s'ouvrait-il parce qu'il lui faisait confiance? Ou était-ce simplement une partie du schéma? Elle se souvint de ces mots. Certains murs sont faits pour rester fermés. Et maintenant, elle se demandait, était-elle en train de reconstruire quelque chose ou simplement de décorer une prison? Le lendemain matin, Hélène n'alla pas à la bibliothèque, ni au salon de dessin, ni dans la cour. Elle retourna à l'aile fermée. Cette fois, elle ne frappa pas. Elle entra comme si elle y appartenait. Étienne était déjà à l'intérieur, debout près de la fenêtre du fond, regardant les arbres se balancer au-delà du mur. Un feu crépitait doucement dans la cheminée du coin. Les papiers étaient toujours étalés sur la table, intacts. Il ne se retourna pas. « Tu les as regardés, dit-il. » Le passage soudain au tutoiement la fit s'arrêter. « Oui. Et maintenant tu veux partir ? » « Non, dit-elle fermement, acceptant l'invitation à la proximité.
Mais je veux comprendre. Étienne se tourna lentement. Son visage était impénétrable. « Tu les as amenés ici, » dit Hélène en s'approchant. « Tous, des gens talentueux, chacun avec une voix, chacun chargé de réparer quelque chose, mais aucun n'est resté. »« Ils ne sont pas partis, » dit-il doucement. Elle s'arrêta. « Quoi ? Ils ne sont pas partis, » répéta-t-il. « J'ai mis fin à chaque projet avant qu'il ne commence. » Pourquoi ? Le regard d'Étienne tomba. Il prit une lente inspiration. « Parce que je ne supporte pas ce qui se passe quand il s'approche trop. » Hélène secoua la tête. « Trop près de quoi ? De la maison ou de toi ?» Il leva les yeux, et c'était là la première fissure. « J'ai construit cet endroit pour tenir le monde à l'écart. Mais chaque fois que quelqu'un franchit ce portail, je me souviens de ce que c'est d'avoir besoin. »« Besoin de quoi ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « D'être vu, » dit-il. Il s'avança vers elle, plus vulnérable qu'il ne s'était jamais permis de l'être. Quand on reste silencieux assez longtemps, les gens arrêtent de poser des questions. Ils appellent ça le contrôle, mais ce n'en est pas, c'est de la peur. Hélène resta immobile, les yeux rivés sur les siens. « Je ne suis pas ici pour te sauver, Étienne, je sais. Je suis venu ici pour réparer un espace. Je ne m'attendais pas à ce que ça me déchire. Mais maintenant que je suis ouverte, je ne ferai pas semblant que ça n'a pas d'importance. » Il hocha lentement la tête, la douleur dans son expression. « Je ne veux pas perdre ça. Mais je ne sais pas comment le garder sans le blesser. Alors laisse-moi choisir, » dit-elle. « Arrête de fermer les portes pour moi. » Il hésita, puis s'écarta. D'une main, il tira sur un cordon mural. Les lourds rideaux derrière lui s'ouvrirent en gémissant. Une immense fenêtre en arc se remplit de lumière. Le genre de lumière que la pièce n'avait pas vue depuis des décennies. La chaleur frappa sa peau comme un souvenir. Hélène s'avança lentement, jusqu'à ce qu'ils soient épaule contre épaule. Pas de mots, juste de la lumière, et le faible bruit du vent emportant quelque chose. Elle se tourna vers lui. « Tu as construit cet endroit pour te protéger, » dit-elle. « Et tu es venu ici pour disparaître. » Il hocha la tête. « Mais je te vois. » Ses yeux s'emplirent, non de larmes, mais du poids insupportable de la reconnaissance. Elle tendit la main vers la sienne. Il la prit. Pas de mur, pas de silence, pas de contrat. Juste l'accord silencieux entre deux personnes, enfin assez courageuses pour se laisser entrer. Hélène ne resta pas pour toujours. Elle termina le projet, reconstruisit la cour, redessina l'aile nord pour laisser entrer le soleil du matin. Laissa l'aile ouest intacte. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas la réparer, mais parce que certaines histoires sont destinées à rester gravées dans le silence. Étienne ne lui demanda jamais de rester, et elle ne lui demanda jamais de la suivre. Mais avant de partir, elle lui tendit un trousseau de clés, simple, lourde, propre. « Pour les fenêtres, » dit-elle. Il sourit, très légèrement. Dans les mois qui suivirent, la maison changea, de manière silencieuse, presque imperceptible. Les rideaux restèrent ouverts, les repas furent servis dans le jardin, de nouvelles pièces furent déverrouillées, et Étienne, il ne disparut pas. Il commença à répondre aux lettres, à rappeler, laissant lentement le son revenir dans sa vie. Hélène, de retour en ville, ouvrit un petit studio. Pas grand, pas tape à l'œil, juste un endroit où les gens venaient pour reconstruire des espaces qui ne correspondaient plus à ce qu'ils étaient devenus. Elle ne disait jamais aux clients quoi faire. Elle se contentait d'écouter, car maintenant elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un pour réparer nos fissures. Parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui reste là et ne détourne pas le regard. Peut-être avez-vous aussi rencontré quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui gardait toutes les portes fermées, non par cruauté, mais par peur. Quelqu'un qui ne savait pas comment demander de l'aide, mais en avait plus besoin que quiconque. Ou peut-être, cette personne, c'était vous. Si cette histoire vous a rappelé quelque chose, ou quelqu'un, partagez-le dans les commentaires. Parce que parfois, votre histoire peut être la clé qui déverrouille le silence de quelqu'un d'autre. Et si vous croyez que même les cœurs les plus silencieux peuvent trouver une connexion, que la guérison ne vient pas avec le bruit, mais avec la présence, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore tant d'histoires à raconter,
Des histoires de seconde chance, de doux réveil, et de ce genre d'amour qui ne force pas son entrée, mais qui attend, juste de l'autre côté de la porte.